Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 6e journée du top 14. On commence comme d'habitude par les matchs et ceux qui m'ont particulièrement intéressé. Je vais pas aller chercher plus loin aujourd'hui que le tout premier match de cette 6e journée, Toulouse-Perpignan. Ça a été un match avec beaucoup de jeux, je crois qu'on a eu 8, voire 9 de mémoire, et c'était vraiment très agréable à voir. On a vu des Perpignanais quand même qui ne se laissaient pas facilement défaire, même si Toulouse a mis la main sur le match assez tôt, avec notamment une première mi-temps de rêve, mais les Perpignanais ont su se remobiliser et ont même pu aller chercher ce bonus défensif à la fin, chose qu'ils n'ont finalement pas réussi à faire, et c'est dommage parce que pour moi ça aurait été mérité. Ce que j'aimerais notifier aussi, c'est que Perpignan encaisse des essais un peu trop facilement. Je pense à celui de Melvin Jaminet, mais je pense aussi à celui de Peato Movaca. Et à cause de ces essais, Perpignan était trop loin au score et n'a jamais pu revenir. Du côté de Toulouse, j'aimerais souligner l'importance des internationaux. Bon, évidemment, Toulouse est le principal fournisseur d'internationaux au 15 de France, et on sait que c'est pas la même équipe avec et sans. On passe du premier au dernier match de cette journée avec Toulon Racing 92. Là, c'est un petit peu le même scénario. On a une équipe toulonnaise qui prend le large assez rapidement, du moins à la mi-temps, elle a son bonus offensif et elle marque juste au retour de cette dernière pour consolider son bonus. Et le Racing, lors des 25 dernières minutes, réagit et était à deux doigts d'aller chercher la victoire en fin de match. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est que avant que le Racing réagisse, c'était la première fois de la saison que les hommes en ciel et blanc ne maîtrisaient pas leur match. Depuis le début de la saison, ils ont toujours dominé, à part Rapo où ils ont eu une défaite, mais c'est de peu, ils perdent de 2 points. Le Racing, j'avais pas l'habitude de les voir autant imprécis, avec beaucoup de fautes de main, beaucoup d'indiscipline aussi également, notamment des leaders qui n'ont pas trop apporté. Je pense notamment à Gaël Ficou en tête de liste. A l'inverse, les Toulonnais, comme d'habitude à domicile, c'était très très solide, ça pratiquait un jeu plutôt agréable à regarder, et sur les bases, c'était très fort. Mais le point tournant de ce match, c'est la sortie de Baptiste Serin. On sent vraiment que c'est un véritable leader, Baptiste Serin, et quand il est pas là, ça se ressent. Même si il a été fautif à plusieurs reprises ce dimanche, il a quand même pesé sur le jeu. Et dès qu'il est sorti, Toulon n'était plus la même équipe. Ce qui m'a plu dans ce match, c'est vraiment son scénario. On a un Toulon qui pouvait aller chercher le bonus offensif. Jusqu'à la 55e, ils étaient dans les clous. Mais au final, le Racing a su réagir, a su entreprendre, avec notamment un très gros match d'Arundel, mais j'en reparlerai. Et au final, c'est eux qui pouvaient aller chercher la victoire. Mais ils repartent seulement avec 1 point du VAR. Mais c'est plutôt bien payé vu leur première mi-temps catastrophique. En tout cas, pour ce match, c'est fini. Maintenant, on va passer à Montpellier-Clermont. Alors, c'est un petit événement parce que l'ASM gagne enfin à l'extérieur sous l'ère Christophe Urios. Et là, on a vu, un peu comme à Lyon, un Clermont dominant de la première minute à la 50e. À Lyon, c'est à peu près par là qu'ils se sont écroulés avant de finalement prendre une danse. Mais là, à Montpellier, ils ont réussi à tenir, du moins à sauver les meubles. Parce que c'est le problème de Clermont, c'est qu'il y a trop de trous d'air en fait. Ils maîtrisaient leur match, il y avait 20-3, et le truc c'est que Montpellier s'est réveillé, et au final Clermont, ils étaient à 2 doigts de perdre ce match. Il y avait 20-17 au score final. Et c'est ça ce qui manque peut-être à l'ASM pour faire partie des vraiment top club de ce top 14. Pour l'instant, c'est plutôt solide, c'est un bilan pour l'instant convaincant. Après 6 journées, il y a 4 victoires et 2 défaites, donc c'est un bon bilan. Mais s'ils veulent vraiment aller chercher les premières places, il faudra plus de consistance, parce que contre des grosses équipes comme Toulouse ou le Racing, ça peut peut-être pas trop passer. Du côté du MHR, on s'enlise un peu dans la crise. C'est la 5e défaite d'affilée, c'est déjà la 2e défaite à domicile. Là, Montpellier, ça va pas fort du tout. Et s'ils se réveillent pas, ils vont clairement jouer le maintien. Et un peu comme le Racing 92, cette équipe de Montpellier, en fait, s'est réveillée beaucoup trop tard. Elle s'est réveillée dans les 25-30 dernières minutes, et l'écart était tellement grand qu'ils n'ont pas su revenir. Ils s'en sortent tout de même avec 1 point de bonus défensif, mais bon, je pense qu'à domicile contre Clermont, c'était 4 points, voire 5, qui étaient plutôt visés. Une réaction de Montpellier est obligatoire. On passe maintenant à Lyon, Stade Français. Dans ce match, il y a juste un point qui m'a vraiment intrigué, c'est les mêlées, et surtout en seconde période. Alors, je comprenais pas, il y avait d'un côté le Stade Français qui enfonçait les mêlées de Lyon. La mêlée qui suivait, c'est Lyon qui enfonçait la mêlée du Stade Français. En fait, c'était vraiment
un pile ou face. Là, c'était à toi, à moi, et j'ai pas compris. Normalement, c'est plutôt un secteur qui est favorable au Stade Français, un peu moins à Lyon, mais là, ça a été vraiment en fin de match, à toi, à moi. C'est un coup je t'enfonce, un coup tu m'enfonces. Alors là, les Lyonnais, franchement, c'est dommage, hein, parce que le Stade Français était à leur portée. Le Stade Français a quand même eu la main mise sur ce match quasiment tout le temps, à part les 20 premières minutes où c'était Lyon qui menait. Mais Lyon, au final, ne gagne pas. Alors le Stade Français, c'est très solide, hein, franchement. En défense, là, ils ont pris 32 points, ce qui est assez rare pour le Stade Français, mais surtout en attaque, en fait, c'est hyper régulier. Là, la semaine dernière, même si j'ai quasiment rien dit sur eux, et ils ont quand même marqué 4 ou 5 essais à Castres. Là, ils en marquent 3 avec un Zach Henry qui a mis, je crois, 100% au pied, ou qui en a peut-être raté une, mais qui en tout cas a bien organisé son jeu. Et le Stade Français, c'est très 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 solide. Mais bon, je pense que Lyon pouvait vraiment aller chercher une victoire, parce que là, ils s'enfoncent un petit peu dans le bas du classement. Bon, rien n'est grave encore à Lyon, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Là maintenant, ils sont à plus de 2 victoires d'écart du top 6, et c'est dommage parce que Lyon a quand même les ressources, je pense, pour aller le chercher. On passe maintenant à Castres-Oyonnax. Alors sur le papier, c'était pas une affiche qui faisait rêver, mais c'était un match, ma foi, agréable vu les conditions, parce que c'était un peu horrible pour jouer. Bon, il y a eu pas mal de déchets techniques, forcément, mais au final, on s'en sort avec quand même 5 ou 6 essais marqués, ce qui est pas mal. Bah, les Castrés, à domicile, bah, c'est très solide, hein, à part contre Pau, où ils se sont un peu troués, et ils ont eu un peu peur de perdre à domicile pour le premier match de la saison. Bah, pour le moment, c'est une victoire écrasante contre Bayonne, et une grosse victoire contre Oyonnax. Attention à eux, parce qu'ils sont sur une très bonne dynamique, ils sont allés gagner à La Rochelle il y a déjà 2 semaines. Là, le Castres Olympique, il y a eu ce petit trou d'air au Stade Français la semaine dernière, mais pour l'instant, c'est plutôt régulier et très solide, donc c'est une équipe qui est vraiment en forme. Et je trouve qu'en fait, le collectif de Castres, il est vraiment très très bien huilé. Là, les joueurs, on a l'impression que ça fait 5-6 ans qu'ils jouent ensemble. Quand on voit des Nathanaël Huleux qui arrivaient cette année, qui défoncent tout et qui a 2 doigts encore de marquer ce week-end, bah là, c'est vraiment impressionnant à Castres. C'est toujours la même stratégie de recrutement, avec des joueurs notamment français de Pro D2, et avec un ou deux joueurs étrangers, et ça marche, ça paye. Du côté de Oyonnax, ben c'est un peu comme à chaque déplacement. Là, à Toulon, ils en prennent 43, là, ils en prennent 39. Va falloir quand même que Oyonnax réagisse à l'extérieur, parce que quand je vois l'équipe, c'était quand même assez solide. Bon, il y a eu malheureusement Jules Soulan qui a joué. Pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'en fait, il fait encore un match pas bon, je trouve, et je trouve que Miotti serait mieux et devrait être installé à ce poste de numéro 10. Et bon, Oyonnax, il n'y a pas grand chose à tirer de ce match, il va falloir se tourner sur le prochain match du week-end prochain. On passe maintenant aux matchs qui m'ont moins plu. On commence avec donc la section paloise qui recevait l'UBB. Dans la dernière vidéo, je vous disais que j'attendais ce match avec impatience. Bah au final, ça a été peut-être celui que j'ai le moins aimé. On a vu un UBB beaucoup trop indiscipliné. Ils prennent 2 cartons jaunes avec une faute, mais je trouve débile, de Kane Douglas. Enfin, il a jamais à faire ça, c'est hyper con. Et en fait, toutes ces petites fautes, ça fait que l'UBB n'a jamais vraiment pu enchaîner. En plus, les conditions n'étaient pas bonnes, alors qu'on sait qu'avec la ligne de 3/4 qu'ils ont un jeu fait pour écarter et jouer le moindre ballon. Mais là, avec une pluie et un terrain plutôt gras, c'était impossible. Le seul joueur qui s'est un peu démarqué, c'est Maxime Lucu, avec sa longueur de jeu au pied qui a vraiment fait du bien. Et du côté de la section, c'est encore un match très très solide, hein. Il y a eu une grosse défense, il y a eu une discipline vraiment impressionnante, ils sont très peu pénalisés sur ce match, et au final, ils ne laissent même pas un point de bonus à l'UBB, qui aurait pu aller le chercher en fin de match, même s'ils ont développé moins de jeux, encore une fois, dû aux conditions. Ils ont fait un match très solide, et c'est normal qu'ils soient leaders du top 14. Ce match, ça a été aussi l'occasion de revoir Jalibert et de voir la première de Penaud. Bon, Penaud, il a eu 2-3 ballons, c'était pas un match pour lui, il a rentré 30 minutes, on peut pas lui en vouloir. Voilà, c'est son premier match avec l'UBB. Maintenant, il y a le match à La Rochelle, peut-être qu'il va être un petit peu mieux intégré. Jalibert, par contre, je l'ai trouvé en canne. Il y a eu 2-3 situations où il a réussi, avec son petit jeu d'appui caractéristique, à franchir un petit peu, gagner quelques mètres, et même, je trouvais plutôt bon dans le jeu, dans l'occupation. Même si l'UBB n'a pas été flamboyant, je trouve que Jalibert s'en est pas trop mal sorti. Et enfin, le dernier match, c'est La Rochelle Aviron Bayonnais. Alors ce match, ça montre encore une fois que La Rochelle, ça va pas trop en ce moment. En début de match, ils dominaient, ils auraient pu largement mettre la main sur ce match et tuer le match d'entrée, mais ils ne le font pas. Bayonne réagit bien, avec notamment un Federico Mori très bon pour sa première. Et au final, Bayonne, il pouvait croire à cette victoire avant que Hugo Reus, à la 78e, mette la pénalité de la gagne avec 0 ballon touché. À La Rochelle, on a le retour des internationaux maintenant, donc je pense que là, c'était le premier match
match, il faut que tout ça se suive un peu, mais ça devrait le faire. Ils reçoivent l'Union Bordeaux-Bègles la semaine prochaine. Je pense que ça devrait aller. Du côté de Bayonne, ça a un tout autre visage par rapport au match à l'extérieur, notamment à Clermont et à Castres, où ils avaient fait pas de figure, où ils avaient fait des non-matchs. Là, c'est beaucoup mieux, ils ramènent un point. Je pense qu'ils auraient pu ramener plus, mais un point, c'est déjà pas mal. On passe maintenant au top et au flop. Alors en top, je vais mettre Lucas Dubois, que j'ai trouvé pas mal avec Perpignan, et son vis-à-vis Capozzo. Les deux ailiers ont été à leur avantage, ils ont gagné des mètres précieux. Lucas Dubois, notamment, intervient sur un magnifique essai de Sadek Dekmash, mais je vous en reparlerai plus tard. Comment ne pas mettre aussi Henry Arundel pour son premier match avec le Racing, qui marque un triplé, et surtout, on l'a vu en Cannes, c'est pas le quintuplé qu'il a mis contre le Chili, où il avait 2 mètres à faire à chaque fois pour marquer. Là, c'est vraiment des essais où il montre qu'il a de la vitesse et où il traverse une bonne partie du terrain. Enfin, je ferai une petite mention à Marcos Kremer, Romain Taofifénois et Jeremy Ward, que j'ai trouvé aussi intéressant. En flop, maintenant, ça va aller plutôt vite. Je vais mettre Melvin Jaminet, qui je trouve n'a pas fait un bon match. On le sait qu'il est pas bien à Toulouse. Des rumeurs circulent comme quoi il ira à Toulon avant la fin du mois. Ça, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, avec le Stade Toulousain, il est pas en forme. Ça se voit. Malheureusement, je le mets en flop. Je vais mettre aussi un autre international, c'est Gaël Ficou, qui pour moi n'a pas été à la hauteur. Et quand on voit le match de Francis Sailly la semaine dernière, je me demande si Francis Sailly prendrait pas le maillot à Gaël Ficou. Et enfin, le dernier, c'est Vano Karkadze, le talonneur de Montpellier, qui est rentré un peu avant la fin du match. Et c'est simple, sur toutes les touches qu'il a lancées, il en a réussi aucune. Et ça, je trouve que pour un talonneur, surtout dans une fin de match aussi tendue qu'à Montpellier, c'est pas normal. On passe maintenant à l'essai de la journée. Il nous vient de Perpignan avec l'essai de Sadek Dekmash. C'est un très bel essai, avec un ballon de récupération où ça joue sur les extérieurs. Le ballon arrive à l'aile jusqu'à Lucas Dubois, qui travaille ses défenseurs, qui met un premier affût, un deuxième sur Sofiane Guitoun, qui accélère et qui trouve Sadek Dekmash qui arrive lancer pleine balle au soutien, un dernier crochet sur le dernier défenseur, et il va filer entre les poteaux pour l'essai de Perpignan. C'est un magnifique essai, et c'est l'essai de la journée. Maintenant, parlons du classement, on peut voir qu'un écart commence à se creuser entre, on va dire, les 7 premières places, parce que j'inclus Toulon qui a 15 points, et de la 8e à la 14e. Le 6e est à 18 points, et le 8e est à 13 points. On voit les équipes qui vont, je pense, galérer à rentrer dans le top 6. Je pense notamment à Lyon, pourquoi pas à La Rochelle, parce que La Rochelle, faut se réveiller, et surtout à Montpellier, Oyonnax et Perpignan. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ainsi qu'à m'écrire un commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'était Bourrichon. Ciao ciao.